Ok, donc je pense que là c'est bon. Donc, comme je le disais, l'utilité des arguments par défaut, c'est de dire, ok, par défaut, on a cette valeur pour mon argument ou bien pour un certain nombre d'arguments. Tant que je ne dis pas que la valeur est comme ça ou a changé, est devenue comme ça, c'est comme ça, je garde en fait la valeur par défaut. Regardez ici, un exemple simple pour illustrer ça. Donc, je définis une fonction, la même fonction de base qu'on a utilisée au début, une fonction saluer. Mot-clé def, nom de la fonction saluer. Premier argument, nom égale monde. Donc, je veux saluer, ça présuppose que je vais saluer le monde. Deux points, je reviens là, je fais print, j'affiche bonjour et je passe le nombre en fait, le paramètre que j'ai passé ici à la fonction. Donc, je veux afficher ça. Je veux dire bonjour quelqu'un. Ici, regardez ce que je fais. Je dis saluer, mais j'ai rien passé à saluer. Mais si vous avez été plus vigilant, vous avez vu que j'ai passé quelque chose en fait au nom ici. C'est-à-dire, c'est comme si le nom, d'ailleurs le nom c'est une variable, et je passe en fait une valeur initiale. C'est comme si j'initialise la variable nom ici à monde. Et à chaque fois, quand j'appelle saluer sans donner d'argument, il va supposer en fait que la valeur c'est monde en fait, parce que je l'ai initialisé avec monde. Donc c'est ce qu'on appelle un argument par défaut, donc une valeur par défaut de l'argument. Donc, mais bien sûr, ça ne m'empêche pas de préciser un autre nom. Par exemple, je peux dire saluer maintenant, je donne un nom. Et là, vous voyez, c'est un argument positionnel que j'ai donné. Ça ne change rien, je peux lui donner un argument par mot-clé, lui dire exactement, bon, de toute façon, on a un seul. Oui, j'ai pas exécuté. De toute façon, on a un seul argument, c'est pas un problème, donc je peux l'enlever. Voilà, donc c'est ça, c'est une valeur d'argument par défaut. C'est assez simple, le principe est très simple. Je donne une valeur, tant que je ne dis pas que ça change ou tant que je ne précise pas. Et si vous voulez aller, enfin, si vous voulez comprendre comment ça se passe, en fait, ici, le pythoniste, qu'est-ce que la valeur que je passe ici, ça va venir juste écraser la valeur précédente. C'est juste, il va le remplacer, tout simplement. Alors, les arguments, oui, ça aussi c'est un concept assez intéressant. On a parlé des variables booléennes, on a parlé de true et de false. Comment utiliser, donc vous êtes familier avec les variables booléennes, mais souvent on a besoin en fait de passer une variable booléenne en argument. Donc, et, et généralement ces variables booléennes là, c'est ce qu'on va appeler un, je suis même pas sûr, j'ai mis drapeau ici. Oui, flag, la traduction littérale c'est drapeau, mais je sais pas si c'est le bon mot ici. Mais en tout cas, en anglais on appelle ça un flag, c'est-à-dire la variable booléenne va nous permettre, comme vous le savez déjà, ça va être utilisé dans une condition. Donc, on va donner une condition. Et si le booléen, la valeur booléenne a la valeur true, on va faire un traitement, un calcul, quelque chose en tout cas. Et sinon, on va faire une autre chose. En fait, vous allez trouver ça basique parce que vous êtes déjà habitué avec les booléens, mais c'est vraiment très utile. Je me rappelle hier, d'ailleurs j'ai utilisé ça dans un programme. En fait, souvent, vous avez besoin, dans la définition de la fonction, vous avez besoin de faire un certain nombre de trucs, mais à un moment, vous allez voir, vous allez juste passer un argument à la fonction juste pour pouvoir traiter un cas spécifique en fait. Et justement, par exemple, ici, le cas spécifique, par exemple, dans cet exemple de fonction, c'est quoi? C'est si l'utilisateur veut que la sortie soit verbeuse. Donc, if verbeux. Verbeux, ici, je l'ai mis par défaut, faux. Donc, la valeur par défaut, c'est false. Donc, if verbeux, donc je dis bonjour, c'est juste un texte qui est long. Bonjour, le nom passé, bienvenue dans le monde Python. Sinon, si c'est pas verbeux, si je veux pas le mode verbeux, donc je peux tout simplement dire bonjour, c'est plus précis. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait les arguments, les flags en Python. Donc, ça permet en fait d'isoler un cas et de traiter en fait ce cas-là. Et en fait, vous allez voir généralement les flags, c'est juste utilisé comme ça. C'est-à-dire, vous n'allez plus utiliser par exemple le verbe après. Il est juste là, juste pour la condition. Et c'est tout, c'est fini en fait. Je continue. Bon, ça c'est juste un exemple d'utilisation. Par exemple, alors je n'ai pas exécuté. Par exemple, là, je fais saluer Pythoniste, donc je donne le nom Pythoniste. Je dis verbeux égal à true. Bien sûr, si c'est true, j'active en fait le mode verbeux. Donc Python, Sinon, c'est l'inverse. Voilà, simplement. Donc,
c'est assez basique toujours. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu c'est quoi un objet mutable parce qu'on n'a pas encore vu les, les structures les structures de données qui concernent bien sûr le chapitre qui suit. Normalement, on doit commencer ça. On devait commencer ça la semaine passée, mais bon, on va commencer ça la semaine prochaine. Donc, les listes, les dictionnaires, les tuples et les ensembles. En fait, mais c'est pas grave, je l'ai gardé quand même. Donc, en fait, un objet mutable, tout simplement, euh, en fait, c'est bon. En fait, ne vous cassez même pas la tête. Juste ici, regardez ce que je fais. J'ai, je définis une fonction, ajouter A. Donc, l'objectif de cette fonction, c'est juste d'ajouter. Vous savez déjà c'est quoi une liste. Une liste, c'est juste un ensemble d'éléments. Et ce que je veux, ce que j'ai voulu faire par cette fonction, c'est quoi? C'est-à-dire, à chaque fois, je veux ajouter un élément à la fonction. L'objectif, en principe, de la fonction, c'est à chaque fois que je donne un élément en argument avec la liste. Donc, j'ajoute l'élément à la liste. Et on a déjà également vu une fonction qui s'appelle, c'est pas une fonction, c'est une méthode, mais c'est pas grave, une fonction qui s'appelle append et qui, quand on l'utilise sur une liste, ça rajoute un élément à la liste en fait. Si vous vous souvenez bien, on a vu ça. Donc, comme je le dis, l'objectif en fait de ma fonction ici, tout simplement, c'est quoi? J'ai un élément, donc l'élément doit être rajouté à ma liste. Ici, j'ai défini une liste vide qui est appelée cible. Et qu'est-ce que je fais? Je dis à chaque fois, ma liste cible, à chaque fois, j'ajoute en fait un élément à ma liste cible. Donc, j'ajoute l'élément à ma liste cible à chaque fois. Mais en fait, il y aura un problème forcément. Pourquoi? Vous allez le voir. Donc, regardez, j'appelle mon premier élément. Donc, la première fois, il n'y a pas de souci. Donc, je fais ajouter A, je lui ajoute 1. Donc, c'est bien. Donc, j'ai une liste vide à la base qui contient maintenant 1, la valeur 1. OK. Maintenant, je veux appeler à nouveau ma fonction une deuxième fois et je veux rajouter 2 à la liste. Qu'est-ce que je fais? Je fais ajouter A et je mets 2. Donc, il va m'ajouter le 2 sans souci. Mais, une troisième fois, lorsque je fais ajouter A, je fais 3. Bah, regardez, il n'a pas ajouté le 3. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrasé la deuxième valeur en fait. Donc, en fait, c'est ça. C'est un truc qui est imprédictible, puisque, en fait, le problème, qu'est-ce qui a causé ça? Tout simplement, c'est parce que j'ai utilisé ce qu'on appelle un objet mutable comme valeur par défaut, notamment la liste ici, qui est un objet mutable. En fait, un objet mutable, c'est juste un truc qu'on peut changer, dont on peut, je pense que c'est un mot français qui a ces trucs, donc, qu'on peut changer, en fait, la valeur, c'est-à-dire on peut rajouter des éléments, on peut supprimer des éléments. Comme une liste. Une liste, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez supprimer des éléments. Mais c'est comme je l'ai dit, je ne veux pas vous spoiler, mais il y a par exemple un autre type de données qu'on appelle les tuples, donc qui sont immutables. C'est-à-dire, à partir du moment où vous les avez créés, vous ne pouvez plus rajouter des éléments, vous ne pouvez plus supprimer des éléments. Donc, ils sont fixes en fait, ils sont immutables. Mais là, les listes, sont ce qu'on appelle des objets mutables. Simplement. Donc, juste ici, c'est pour attirer votre attention. Il faut, en fait, quand vous utilisez les valeurs par défaut, donc ici, des valeurs d'argument par défaut, il faut éviter en fait d'utiliser un objet mutable. Donc, simplement. Bon, voilà, j'ai proposé une autre alternative qui permet de faire en fait la même chose, mais voilà. Donc, alors ici d'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que j'ai raconté ici. Donc, ici, ajouter, def, ajouter A. Donc, on a un élément, la cible, c'est non. Et qu'est-ce que je fais? If cible is non, donc je définis, la première fois, je définis, OK, OK, je fais ça. If cible, je fais append. Sinon, je fais append élément. Retourne cible. OK. Attends, je vais afficher à la fin pour voir ce que ça donne. Ok, ok, je vois. Je dois faire quelque chose comme ça en principe. Donc, j'ajoute 2 à ma cible, juste pour que ça donne ce que c'est censé donner. Je pouvais noter ça, mais bon. Voilà. En principe, si j'affiche cible, j'ai pas rajouté le 3. J'ajoute 1, j'ajoute 2, j'ajoute 3, j'ajoute, voilà. C'est bon. Donc là maintenant, vous voyez, il donne le... Je sais pas pourquoi j'avais laissé ça comme ça.
bon, peut-être dans la précipitation, anyway. Voilà, donc là maintenant, vous voyez, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai utilisé non. Non, en fait, c'est pour dire, entre, la traduction littérale, c'est rien du tout. Euh, ça aussi, c'est également un type d'objet Python. Et en fait, ce que ça permet de faire, c'est quoi? Ici, vous voyez, j'ai testé, j'ai utilisé une condition. J'ai dit if la variable cible égale non, c'est-à-dire, bon, il n'y a rien, c'est-à-dire, le non, vous voyez ça comme rien du tout. C'est-à-dire, ce n'est ni une fonction, c'est ni un string, c'est ni un int. En fait, c'est juste un type qui s'appelle non, simplement, mais ça ne représente rien du tout. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je fais? If cible is none, c'est-à-dire si c'est non. Et vous voyez, par défaut, la première valeur de cible, effectivement, c'est non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais initialiser une liste vide. Parce que l'objectif de ma fonction, c'est d'ajouter des éléments à ma liste, en fait. Donc, la première fois, je vais initialiser une liste vide. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais... et ça, c'est une condition. Mais après, bon, quand je vais ajouter le premier élément, donc cible.append l'élément, donc par exemple ici, quand j'appelle ajouter A, et je mets 1 en paramètre, donc il va ajouter 1, premièrement. Donc, et après, vous voyez, cible ne sera plus non en fait, puisqu'il va tester ça, il va voir qu'il y a 1 dedans, donc il ne va plus exécuter ça, et à partir de là, il ne va faire que ajouter des éléments. Simplement, le principe, il est assez simple. Je pense, c'est clair, non? J'espère que vous me suivez, vous n'êtes pas perdu. C'est bon? Ok, d'accord, très bien. Donc, je continue. Ici, je pense, c'est l'avant-dernière partie. Le nombre, ok, c'est même pas l'avant-dernière partie, il reste encore 3 parties. Maintenant, on va voir, en fait, ces 2 types d'arguments. Je vais les appeler des arguments spéciaux. Pourquoi ce sont des arguments spéciaux? Parce qu'ils vont se comporter d'une manière différente que les arguments. Par exemple, là, vous voyez, on a utilisé un argument élément. Bon, on va passer cet élément-là normalement 1 ou bien 2. Voilà, c'est simple à utiliser. Mais il y a ce qu'on appelle des arguments spéciaux. Et ces arguments spéciaux-là vont nous être vraiment d'une très grande utilité chaque fois que je fais référence à la programmation orientée objet. Mais en fait, vous allez voir, comme je vous l'ai dit au début, si vous vous souvenez bien, je ne sais pas si c'était lors de la première ou de la deuxième séance, je vous disais au début qu'en Python, tout est objet. Tout est objet en Python. Même un simple int, un simple string, c'est un objet. Et un objet, tout simplement, on va voir, comme je l'ai dit, on va voir ça dans la POO, mais tout ce qu'on est en train de faire jusque-là, ça va contribuer en fait à une meilleure compréhension lorsqu'on va arriver en fait à la POO. Et ces 2 types d'arguments qu'on va voir là, c'est des arguments qu'on utilise très très fréquemment lorsqu'on définit des classes, lorsqu'on définit des objets. Donc, suivez avec moi attentivement. Donc, le premier type d'argument spécial, c'est étoile args. Mais en fait, étoile args, le arg, c'est moi qui le nomme. C'est un nom. C'est vrai que le nom que les développeurs aiment utiliser, c'est args, mais je peux mettre étoile n'importe quel nom. C'est pas important. Le nom arg, c'est pas important ici. Mais c'est ce qu'on utilise par défaut. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai dit? Python fournit une syntaxe pour passer un nombre arbitraire d'arguments positionnels à une fonction. Python fournit une syntaxe pour passer un nombre arbitraire. Ici, tout simplement, vous voyez, généralement, quand vous définissez une fonction, par exemple, si vous avez besoin de trois arguments ou de 3 paramètres, vous allez dire paramètre 1, paramètre 2, paramètre 3, séparé bien sûr de virgule, et vous allez faire votre traitement. Et ensuite, quand vous allez vouloir appeler la fonction, vous avez besoin en fait de spécifier quel argument correspond à quelle valeur que vous voulez lui donner. Mais avec en fait l'argument, le type d'argument étoile arc, ça simple, avec juste une simple étoile ou ce qu'on appelle simplement un astérisque, ce que vous allez faire, vous allez donner un nombre arbitraire en fait d'arguments. Regardez un exemple très simple ici, un exemple de base. Ici, je définis une fonction qui s'appelle fonction d'ailleurs. D'ailleurs, c'est dangereux de faire ça, mais c'est pas grave, vu que c'est en français, c'est pas bien grave, il n'y a pas de problème. Donc, je définis une fonction qui s'appelle fonction. Et qu'est-ce que je fais ici? Je vais donner comme argument étoile args. Vous allez vous demander, bah, c'est quoi ce charabia? Étoile args. Et ce que je fais print args. Je print les arguments que j'ai passés. Et
qu'est-ce que je fais lors de l'appel? Regardez ce que je fais. Je donne 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, je ne fais que lister les arguments sans tenir compte. C'est-à-dire, à la base, je n'ai pas dit que je devais avoir 5 arguments. Mais ici, j'ai donné 5 arguments. Et justement, c'est ça l'utilité d'avoir les arcs, d'avoir étoile arc. Comme je l'ai dit, le arc, c'est pas important. Ça peut être, je sais pas moi, temp, tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas, le arc, c'est pas important. Mais au moins, c'est ce qu'on aime utiliser par défaut en fait. Et lorsque j'affiche ça, puisque j'ai fait print arcs, regardez, il va m'afficher ça. Donc, il m'affiche tous les éléments que j'ai passés au niveau de la fonction. Donc, c'est magique. Et vous allez voir, peut-être vous allez vous demander bah, à quoi ça va me servir ou à quoi ça sert. Vous allez le comprendre. Donc, un autre exemple, c'est ça. Par exemple, je veux calculer la moyenne. Déjà, là, vous allez voir l'utilité. Vous voulez calculer la moyenne des notes d'étudiants. Donc, mais peut-être, vous ne savez pas combien d'étudiants il y a par avance. Vous ne savez pas il y a combien de notes. Et peut-être, imaginez, vous voulez calculer la moyenne, disons la moyenne d'une classe, la moyenne des notes d'une classe donnée. Et peut-être vous n'avez pas encore la moyenne de 2 étudiants ou de 3 étudiants. Donc, il y a 3 moyennes qui manquent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas définir une fonction, dire, OK, étudiant 1, temps, étudiant 2, étudiant 3, étudiant 4. Ça va être très fastidieux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Dans votre fonction moyenne, vous allez mettre tout simplement étoile arcs. Étoile arcs, c'est-à-dire vous avez la possibilité de passer après un nombre, disons, arbitraire, c'est-à-dire ce n'est pas prédéfini. Le nombre d'arguments n'est pas prédéfini. Donc, c'est à vous de définir ça lors de l'appel de la fonction. Et qu'est-ce que je fais dans mon corps de fonction? Je retourne, on a vu cette syntaxe de retour, de return là. Qu'est-ce que je fais? Regardez, j'utilise sum arg. Sum, c'est pour dire somme, c'est-à-dire je fais la somme de tous les arguments qui seront passés en fait ici. Et ensuite, je fais une division et je divise par len, c'est la longueur, ou en d'autres termes, le nombre d'éléments qu'il y a dans args. Donc, le nombre d'éléments que vous allez passer. C'est ça, c'est simplement pour calculer la moyenne d'une certaine liste d'éléments. Donc, regardez, je calcule ici. Alors, je fais step by step. Je calcule par exemple ici. Bon, ici, on sait clairement que ce ne sont pas des notes, mais quand même, juste pour l'exemple. Donc, je calcule la moyenne 1, 2, 3, 4, 5. La moyenne de ces nombres-là. Regardez. Je calcule très simplement la moyenne sans avoir besoin de dire, OK, ici, il faut qu'il y ait un x1, puis x2, puis x3, puis x4, puis x5. Et imaginez, je peux mettre par exemple ici 9. Sans rien changer à ma fonction, j'arrive à calculer la somme d'éléments. Et là, je ne touche même plus à ma fonction. Donc, je mets 10. Je calcule tout simplement la moyenne des éléments sans retoucher à ma fonction. C'est ça, en fait, la magie, l'utilité d'utiliser cet argument spécial qui est le arcs, l'étoile arcs. Et comme je vous l'ai dit, ici, c'est l'étoile qui fait la magie. Ce n'est pas le nom arc qui fait la magie. Voilà. Donc, j'ai d'autres exemples. Je l'ai coupé ici quelque part. Bon, voilà, ça c'était juste pour vous montrer que vous pouvez passer vraiment un nombre arbitraire d'éléments. Voilà, ça c'est assez basique. Et vous voyez, regardez ce qu'il m'a retourné ici. Vous voyez, il a donné, en fait, il a donné ce qu'on appelle un tuple. Il n'a pas retourné une liste, mais c'est pas grave, considérez ça comme une liste d'éléments, c'est pas grave. Et je pense la prochaine fois, je vais mettre les structures de données avant ça, pour permettre en fait de pouvoir, aux gens de pouvoir en fait comprendre, par exemple, ces trucs-là, les tuples, les listes, etc. Parce que juste après, on va voir aussi une autre structure de données qui s'appelle les dictionnaires, alors qu'on n'a pas encore vu les dictionnaires ici. Mais c'est pas grave, c'est pas difficile à comprendre. Ok, je continue rapidement. Alors maintenant, donc on a vu étoile arcs. Maintenant, on va voir son cousin, ou je sais pas si c'est son ami. En tout cas, ils sont similaires, juste avec une petite différence. Donc, maintenant, au lieu d'une seule étoile, j'utilise 2 étoiles. Et cette fois, je mets quarks. Quarks, en fait, c'est le diminutif, la forme contractée de, si je me souviens bien, c'est keyword arguments. Voilà. Donc ici, étoile arc, c'est juste pour dire étoile arguments. Et ici, 2 étoiles quarks, c'est juste pour dire keyword arguments. Et keyword, vous a déjà un peu vu ça, par exemple, quand j'avais parlé
comment appeler une fonction appelée argument positionnel, argument par mot-clé ou argument par keyword. Donc, en fait, c'est le même principe ici. Mais, cette fois-ci, de la même manière que étoile args, je vais juste donner 2 étoiles keyword arguments. Et qu'est-ce que je vais lui passer? Je vais lui passer, en fait, ce qu'on appelle, ce qu'on a vu, des arguments, en fait, par mot-clé. Donc, je vais lui dire, par exemple, regardez là. Donc, je définis une fonction, je donne 2 étoiles keyword arguments, 2 points, et j'affiche tout simplement ce que va contenir keyword argument. Regardez, je donne 1 égale 1, donc je donne la valeur numérique de 1, donc deuxième paramètre 2 égale 2, troisième paramètre 3 égale 3, et regardez ce qu'il me donne, 1, 2.1, 2, 2.2. En fait, ce qu'il m'a donné ici, c'est ce qu'on appelle en Python un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est quoi? C'est comme le dictionnaire en français ou je sais pas, en anglais. Vous avez quoi? Vous avez un mot-clé, un mot dont vous avez besoin de la définition. Donc, le mot-clé et sa définition. Donc, ou le mot-clé et sa valeur. Simplement, c'est pareil ici. Sauf que au lieu de crochet ou bien au lieu de parenthèse, il y a ce qu'on appelle des accolades. Voilà. Donc vous avez un mot-clé. Comme je vous l'ai dit, ne vous en faites pas pour ça. C'est des trucs. On va voir d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, on va voir ça dans le chapitre qui vient. Mais bon, au moins c'est bien parce que vu qu'on voit déjà ça ici, ça dit ce chapitre-là, on va le survoler assez rapidement. On va le survoler rapidement pour pouvoir entamer. Parce qu'en fait, à partir de là, une fois qu'on aura atteint la programmation orientée objet, on va commencer directement avec les projets en fait. Donc, tout ce qui va rester, ça sera plus vraiment très... C'est important, mais à partir de là, vous pouvez déjà commencer à faire des trucs assez avancés en fait en matière de projet. Donc, je reviens à nos moutons. Alors, donc, voici ce que ça m'a affiché. C'était où? C'était ici. Voilà, donc on a un dictionnaire avec des mots-clés et des valeurs. Donc, exemple pratique, générateur de rapport. Donc ici, bon, c'est juste un truc. Je définis une fonction qui s'appelle rapport. Donc, on a le paramètre ici, c'est 2 étoiles, keyword argument, donc quarks, 2 points. Et je veux afficher, bon, print rapport, j'affiche d'abord cette première ligne qui est donnée par là. Et ici, alors, on n'a pas encore vu les dictionnaires, vous allez vous demander ce que c'est que ça. En fait, quand je veux accéder, ici, regardez, j'ai un dictionnaire. Ici, ce que je veux en fait, je veux accéder à la clé du dictionnaire et à sa valeur. Donc, en fait, je veux parcourir le dictionnaire en accédant à sa clé et à sa valeur, à sa clé et à sa valeur, à sa clé et à sa valeur. Donc, en fait, ce que je veux faire ici, je dis for clé. Donc, la clé, en fait, c'est l'élément qui est entre griffes là. Ensuite, la valeur, c'est la valeur qui est donnée par ça. Et je dis, pour chaque élément qui se trouve dans les items du dictionnaire, donc disons dans le dictionnaire tout simplement, donc ça va parcourir d'abord ça, extraire la clé et la valeur ici dans un premier temps, ensuite dans un deuxième temps, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais? J'affiche, bon, la clé. Alors ici, capitalize, c'est juste pour... ça, c'est une méthode aussi sur les strings. C'est que là, j'utilise beaucoup de trucs sur les... C'est pas grave, je vais garder ça comme ça. Donc, juste pour ne pas vous embrouiller encore plus. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, le capitalize, c'est ça qui permettait de mettre ça de mettre la majuscule au début. Mais juste pour simplifier, je vais l'enlever. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? J'affiche tout simplement un tiret. En fait, je veux lister, faire un rapport des différents outils, enfin des différents éléments qui ont été passés en paramètre. Donc, j'affiche la clé, 2 points, la valeur. Donc, ici, quand j'appelle ma fonction, je vais lui donner un premier élément, donc nom, clavier. Je donne le prix du clavier. Ensuite, je donne la quantité. Et ensuite, je donne la catégorie. Et ensuite, ma fonction, tout ce qu'elle va me faire, tout simplement, c'est me générer un rapport. Bon, c'est juste un exemple basique, en fait, pour vous montrer, en fait, l'utilité des keyword arguments. Vous voyez, j'ai pas, comment je dis ça? J'ai pas explicitement dit que, ok, voilà, j'ai juste donné keyword argument. J'ai pas dit en fait dans la définition de la fonction qu'il faut que il y ait un nom, qu'il faut qu'il y ait un prix, qu'il faut qu'il y ait une quantité, qu'il faut qu'il y ait une catégorie. Non, regardez dans la définition, j'ai rien mis de tout ça. Mais lorsque j'appelle la fonction, il prend, c'est-à-dire la fonction s'adapte à ce que vous allez donner en argument. Donc c'est vraiment très flexible. Ça permet en fait de faire un tas de choses. C'est très utile. C'est très utile et généralement, vous allez voir, à chaque fois que vous allez vouloir peut-être définir une classe
Bon, pas à chaque fois, mais en tout cas, c'est très utilisé en fait en POO. Donc, c'est une syntaxe, c'est deux trucs à retenir vraiment. Voilà. Donc, je pense que là, c'est clair jusque-là. Vous comprenez? Ok. Ok, d'accord. Si ça c'est bon, s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, il faut profiter de ça pour lever la main. Je peux expliquer, même s'il faut expliquer 1000 fois. Bon, c'est pas grave, hein. Ok, si ça c'est clair, donc je récapitule parce que ce qui va suivre, on va combiner les deux. Donc, je récapitule la fonction, pas la fonction, l'argument spécial étoile args, donc pour étoile argument, ce qu'il fait simplement, lorsque vous l'utilisez, tout simplement, lors de l'appel de la fonction, vous allez donner un nombre arbitraire d'arguments. Et il prend ça par défaut comme une liste d'éléments. Et après, vous pouvez voilà, faire tout type de manipulation. Par exemple, ici, calculer la somme de ces éléments qui vont être passés et calculer la moyenne, disons, simplement. Et le quarks, qui est pour keyword arguments, donc avec 2 étoiles cette fois-ci, tout simplement, donc en fait, vous allez lui donner également un nombre arbitraire d'arguments, mais lui, ce qu'il va considérer, c'est quoi? C'est que le premier élément, voilà, c'est disons, comment on appelle ça? Donc, le premier élément, vous lui donnez un nom et une valeur. Donc, il considère ça en fait comme à la sortie, ça sera un dictionnaire avec la clé, le nom de l'argument que vous avez donné et la valeur, bien sûr, ce que vous avez donné, ce que vous avez affecté à l'argument, simplement. Donc, si ça c'est clair, maintenant, il se peut souvent que vous ayez besoin de combiner ces deux syntaxes spéciales là, ces deux paramètres ou arguments spéciaux. Donc, dans une même fonction, bah, c'est toujours la même chose, c'est toujours exactement le même principe. Regardez ma fonction basique, qu'est-ce que je fais? Je lui passe étoile arcs et 2 étoiles quarks. Bon, après, bon, ça va pas changer. Qu'est-ce que je fais ici? Simplement, j'affiche ce que donne quoi arcs et j'affiche ce que donne quarks. Et une fois que j'appelle la fonction, c'est au niveau de l'appel que tout sera fait. Que voilà, on va savoir vraiment quelle sera la sortie en fait. Et ici, regardez, je lui donne 1, 2, 3 dans un premier temps. Donc, c'est-à-dire, il va bien sûr considérer ça. Parce que, regardez, si vous avez bien suivi jusque-là, si vous avez bien remarqué, et si vous faisiez le parallèle avec ce qu'on a vu lors de la dernière séance, notamment la différence entre les arguments positionnels et les arguments par mots-clés, vous allez voir en fait qu'il y a une sorte de... Il y a une similitude. Parce qu'en fait, par défaut, ce qu'on fait, lorsqu'on met étoile arc, c'est considéré en fait comme des arguments. Tout ce que vous allez passer ici, c'est des arguments positionnels. Donc, tous les arguments positionnels seront donnés en fait à arcs et tous les arguments par mots-clés seront donnés en fait à quarks. Donc, c'est assez basique. Il n'y a rien de nouveau en fait. Ça fait directement la relation ou le parallèle avec ce qu'on a vu la dernière fois. Simplement. Et d'ailleurs, le nom de Quark, ça indique très bien keyword argument. Donc, vous devez donner une clé et une valeur. Voilà, keyword. Et lorsque j'affiche, donc il m'affiche bien sûr les éléments ici, 1, 2, 3. Et ici, voilà, il me donne le dictionnaire qui est constitué des clés et des valeurs. Donc, la clé 1, la valeur 1, la clé 2, la valeur 2, ainsi de suite. Voilà, donc là c'est simple. Bien sûr, vous pouvez combiner ça également avec des arguments réguliers qu'on connaît. Voilà, par exemple là, ce que je fais, j'ajoute A au début, B, ensuite les arguments et les keyword arguments. J'affiche A, B, arc, quark. Donc, simplement, donc A, B. C'est assez simple. Donc, là c'est bon. Je pense que on a pratiquement tout ce qu'il faut pour entamer. Oui, une question, vas-y. Rafik, oui. Ok. Bon, en fait, comme tu as parlé de parallèle, je Oui, voulais savoir si également, vu que la lettre qu'on avait avec le moment appelé, si on combine les deux, il fallait forcément que ce soit d'abord oui. des arguments positionnels en premier et en deuxième, quand quelqu'un veut monter premièrement, et ensuite il pourrait mettre la solution par montrer. Mais je veux savoir ici aussi, est-ce qu'on est obligé que ce soit des arguments premiers, ensuite des arguments, keyword arguments qui vont pouvoir venir après? Oui, Est-ce qu'on est obligé de faire cette proportion? ouais, c'est une excellente question et la réponse c'est oui. C'est exactement la même chose. Et pour te montrer ça, on essaye. Oups, qu'est-ce que j'ai fait?
C'est toujours le même principe en fait. En fait, je vous ai expliqué la dernière fois. Le problème c'est quoi? Si on utilise, tu vas voir, regarde. Regarde, je mets d'abord ça. Si ça marche, bah, je vais me pendre. Alors, je mets ça. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que Python te dit? Positional argument follow keyword argument. Donc, en fait, c'est un truc c'est comme un interdit de Python. Tu peux pas vouloir dire d'abord que les premiers éléments, tu donnes, disons, des noms aux premiers éléments et ensuite tu ne donnes pas de nom aux éléments qui suivent. C'est pas logique. Tu vois? Oups, pardon. Donc, en fait, c'est exactement le même principe qui s'applique ici, comme on a vu la dernière fois. Il faut toujours commencer par les arguments positionnels. Ensuite, tu termines par les arguments par mots-clés. C'est exactement le même principe. Mais quand même, c'est une excellente question. Ok, je vais, pour que certains ne s'aventurent pas à le faire, à éviter. Donc, j'écris là. Qu'est-ce que j'ai écrit moi? Éviter. Voilà. Donc c'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Ok. En fait, ici, c'est un truc qui n'est pas très important, c'est pas très utilisé. Je sais pas pourquoi je l'ai mis ici. Je voulais le mettre dans le optionnel. Je pense pas qu'on va le voir parce que on peut le voir, mais bon, c'est pas tellement utilisé. Bon, on y va quand même. En fait, ici, ça concerne ce qu'on appelle, c'est-à-dire souvent vous avez besoin d'utiliser uniquement des arguments positionnels et uniquement des arguments par mots-clés. Là, en haut, on avait déjà vu ça. On avait déjà vu comment utiliser les arguments positionnels uniquement en passant par exemple A, B, C, sans préciser A égale à quoi, B égale à quoi. Ou bien on a également vu aussi comment passer les arguments par mots-clés. Ça, c'est pas un souci. Mais en fait, en Python, il y a un feature, une fonctionnalité en fait précise de Python qui permet de spécifier exactement où placer les arguments. Enfin, pas où placer, mais si vous regardez par exemple cet exemple, peut-être pour certains, ça peut porter à confusion parce que là, j'ai donné une valeur A, B, mais on ne sait pas forcément où va s'arrêter enfin, où va commencer les arguments positionnels et où commencent les arguments par mots-clés. Bien que, oui, si tu as assez expérimenté, si tu as l'expérience, tu sais déjà quelle sera la limite en fait. Mais avec Python, tu peux en fait spécifier ça. C'est quoi cette limite? C'est-à-dire à partir d'où je peux commencer à dire que oui, là, c'est les arguments par mots-clés en fait. Donc, c'est juste, l'utiliser de cette partie, c'est ça. C'est juste une sorte de délimitation, juste pour spécifier exactement la limite ou, je sais pas moi, le périmètre de chaque type d'argument. Mais bon, on va y aller quand même. Mais comme je l'ai dit, c'est pas des trucs. Même moi, j'utilise jamais ça, franchement. Mais bon, anyway. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Oui, une question. Vas-y. Idrissa, oui, vas-y. Bonsoir. Mhm, mhm. Oui. Non, pas du tout. C'était 2 étoiles. Keyword argument, c'est toujours 2 étoiles. Parce que, si tu mets une seule étoile ici, ça devient un arg en fait. C'est plus un keyword. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai répété, et là, ce qui fait la magie ici, ce qui donne l'utilité de ce type d'argument-là, c'est pas le nom arg, c'est pas le nom quark, c'est l'étoile en fait. Comme je vous l'ai dit, je peux mettre n'importe quel nom ici. Je peux mettre temp. euh, J'espère que ça va marcher. Voilà, je peux mettre n'importe quel nom. C'est la magie en fait, c'est pas le nom qui donne ça, mais c'est l'étoile. Donc, comme tu l'as dit, si tu mets une seule étoile à keyword argument, ça devient un args en fait. C'est plus un quartz, tu vois. Voilà. Je t'en prie, pas de souci. Attends, faut pas que je fasse une bêtise. Oui, autre question, vas-y. Non? Ok. Ok.
Donc, je reviens là. Je vais juste survoler ça rapidement pour ne pas perdre du temps. Et ensuite, je vais vous présenter en fait les docstrings, parce que ça aussi, c'est assez utilisé. Vous allez croiser ça fréquemment. Donc, rapidement, comme je le disais, qu'est-ce que j'ai dit ici? À partir de Python 3.8, en fait, cette fonctionnalité a été introduite à partir de Python 3.8. Donc, on peut avoir des arguments, enfin, vous pouvez avoir des arguments qui doivent être fournis positionnellement et ne peuvent pas être spécifiés par mots-clés. Donc, et pour cela, il faut utiliser en fait une barre oblique comme un argument. Donc, parmi la liste des arguments, vous utilisez une barre oblique. Et en fait, vous allez vous demander, qu'est-ce que ça fait exactement en fait? Regardez cet exemple. Je définis une fonction, je mets formaté, donc le nom de la fonction c'est formaté. Je donne un premier argument, prénom, un deuxième argument, nom, un troisième argument, c'est une barre oblique. Donc, une barre oblique bizarre, donc disons ça comme ça. Et un quatrième argument qui est titre. Mais en fait, lui, il ne sera pas considéré en fait comme un vrai argument. Vous allez voir comment. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je mets nom, juste un petit formatage. Je dis prénom, nom. Donc, je lui donne f-string. C'est juste, ça sera une chaîne de caractères qui est constituée du premier argument prénom et du deuxième argument nom. Ensuite, je teste une condition. Je veux voir est-ce que il y a quelque chose dans le titre. En fait, l'objectif de cette fonction, simplement, juste pour vous expliquer, pour que vous puissiez suivre jusqu'à la fin. C'est juste pour, par exemple, quand je veux donner, je veux que la fonction prenne le nom, le prénom et le titre de quelqu'un. Par exemple, si c'est professeur, je ne sais pas, professeur Rafik Nia, donc il va m'afficher professeur Rafik Nia. Ou bien c'est docteur, il va m'afficher docteur, par exemple, quelque chose. Voilà, donc c'est ça l'objectif de la fonction. Et ici, je dis, s'il y a un titre, si le titre a été fourni lors de l'appel, je dis, ok, je donne le titre avant, donc je reformate le nom complet. Je dis, mets le titre avant le nom complet. Avant, par exemple, Jendo. Et je retourne le nom complet. Donc, c'est juste pour formater le nom complet. Et qu'est-ce que je fais? Regardez comment je vais appeler cette fonction. Je dis, pour le premier exemple, je dis formater nom, je donne le prénom, ensuite le nom. Il va m'afficher simple. Oui, c'est logique. Parce que, regardez, j'ai fait comme si le slash n'existait pas. Et le titre ici, c'est un argument qui prend une valeur par défaut qui est non. Deuxième appel, je fais quoi? Je donne John Doe et je donne le titre. Pas de souci, c'est très bien. Donc, il va m'afficher Dr John Doe. Ensuite, troisième argument, regardez ce que j'ai fait. Ici, j'ai utilisé un argument par mot-clé parce que oui, j'ai le droit, parce que j'ai utilisé ici titre égal non. Donc, j'ai le droit, bien sûr, tant que je le mets à la fin, c'est bon, j'en ai le droit. Et ici, je ne mets pas, en fait, comment on appelle ça? Je n'utilise pas l'appel par mot-clé, j'utilise l'appel, en fait, positionnel. Donc, il n'y a pas de souci, ça marche. Mais le problème vient quand, si tu essayes, en fait, d'utiliser, par exemple, non ici. Regardez ce que j'ai essayé de faire ici. J'ai dit non égale do. Et bien sûr, titre, il n'y a pas de souci. Là, il va me donner une erreur. Et l'erreur, comme quoi, c'est quoi? Formater non, le nom de ma fonction, got some positional only arguments passed as keyword arguments non. En fait, ça est juste pour vous expliquer pourquoi j'ai ça. C'est au niveau du slash. Je vous parlais tantôt de l'utilité de cette partie, c'est juste pour pouvoir faire une délimitation entre les arguments, pour que la délimitation soit claire et tout le monde comprenne cette délimitation. Ici, mon slash, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez que je n'ai pas tenu compte du slash, mais en fait, il a une utilité, c'est juste de délimiter, dire à partir de là, quand j'arrive à ce slash-là, ce sont plus des arguments positionnels. Ici, je commence un autre type d'argument. Je ne sais pas, peut-être c'est des arguments par mots-clés, mais on s'en fout. Mais en tout cas, ce slash permet de dire tout ce qui est avant le slash, ce sont des arguments positionnels. Et après, on s'en fout. On va voir après qu'est-ce qu'on peut faire pour les arguments par mots-clés. Simplement, c'est ça. Donc, ici, voilà, j'ai appelé ça, ça marche. Mais si vous essayez d'appeler, parce que là maintenant, c'est ce qu'on appelle ces deux arguments-là sont des arguments positionnels. Vous ne pouvez pas les appeler comme si c'était des arguments par mots-clés, en fait. Simplement. Donc, ici, si vous essayez, ça va vous renvoyer une erreur. Donc, c'est juste ça. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui est utilisé. Généralement, on s'en fout. Les appels normaux, comme on a vu ici, par exemple, c'est largement suffisant, en fait. Mais bon, peut-être ça sera utile pour certains dans des projets. Ici, on a vu par argument positionnel uniquement. Maintenant, argument par mot-clé uniquement.
Et cette fois-ci également, c'est un autre symbole qu'on va utiliser pour séparer ça. Ici, d'ailleurs, il y a deux façons de définir. Et en fait, j'aime pas ça, mais bon, c'est pas grave. Regardez, la première façon, c'est quoi? Et c'est d'ajouter des paramètres à droite de args. Regardez, je définis une fonction somme nombre, je donne étoile nombre. Donc, et je vous l'ai dit, ici, c'est considéré comme un args, comme un étoile args. C'est-à-dire, vous pouvez donner un nombre arbitraire de premiers éléments. Donc, ça sera pas, on s'en fout. Mais après, je donne ici précision, je donne une valeur par défaut. Et l'objectif en fait de cette fonction, c'est juste de calculer la somme avec une certaine précision. La fonction round ici, ne vous en faites pas, round, c'est pour dire arrondir. Donc, je calcule la somme des nombres qui seront passés ici et j'arrondis ça avec une certaine précision. La précision ici, c'est 2. C'est-à-dire, par exemple, si la fonction si le résultat de la somme donne un nombre à virgule de 3 chiffres, il va arrondir ça à 2 chiffres. Simplement, c'est ce que ça fait. Bon, donc c'est ça. Et qu'est-ce que je fais? Je dis somme nombre. Et regardez ce que lors du premier appel, regardez ce que je fais. Donc, je donne la valeur 1.34, 2.52, et je donne une précision de 3. Donc, il va me donner un chiffre à virgule avec 3 éléments au niveau après la virgule. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, je fais ça. En fait, ce que je veux vous dire, ici, j'ai utilisé un étoile arcs. Ici, bon, c'est étoile nombre. Mais après, je peux donner en fait des arguments, mais par mots-clés uniquement. C'est-à-dire, après le arc, je ne peux pas, par exemple, je ne peux pas venir dire que je vais donner, imaginez, j'avais dit ça, j'avais dit précision égale à 2 et que je ne mette pas, par exemple, précision. Si vous, juste imaginez ça, imaginez, ah ok, c'est l'exemple même qui est juste en bas, c'est ça. Et juste imaginez que je ne dise pas, je ne précise pas que la précision, que c'est la précision qui est égale à 3 ici. Si je ne précise pas ça et que je mets 3, bah, il va considérer en fait que toujours la valeur par défaut de précision c'est 2 et il va considérer le 3 que j'ai précisé ici là comme une suite des nombres, une suite des args en fait. Donc il va considérer que j'ai donné 3 éléments pour les nombres et la précision ça reste 2. Donc c'est ça le souci ici. Il faut en fait, quand on utilise le arc et qu'on utilise des arguments après le arc, il faut que ça soit des arguments par mots-clés uniquement. Tu ne peux pas utiliser des arguments positionnels ici parce que si tu mets un argument positionnel, il sera pris en compte ici. Voilà, simplement. Je pense que c'est assez simple à comprendre. C'est logique. Parce que là, clairement, si vous dites, oui, ici j'ai un élément, 2 éléments, puisque le comportement de arc, c'est que lui, il avale tout ce que vous allez lui donner. Donc, tant que vous ne précisez pas qu'il n'appartient pas à arc, bah, il va continuer à avaler. Quel que soit le nombre d'éléments que je vais mettre ici, il va continuer à le considérer comme étant dans cet argument-là. Donc, simplement. Ok, ça c'était la première manière. Donc là, vous êtes forcé d'utiliser un argument par mot-clé. La deuxième manière, c'est de le faire explicitement en utilisant, vous vous rappelez, pour les arguments positionnés, on utilisait un slash. Cette fois, on utilise une étoile. Mais en fait, ce n'est pas une étoile comme le arc ou le quark, c'est en fait une étoile comme paramètre. Donc, vous donnez comme paramètre l'étoile. Dans cet exemple aussi, c'est assez simple, assez basique. Regardez, je dis une fonction simple pour calculer une table de multiplication, pas une table de multiplication, disons une petite calculatrice, donc qui fait la somme, la soustraction, la multiplication, la division. Donc, qu'est-ce qu'il prend? Il prend 2 éléments en entrée, donc un x et un y. Il donne, bon, ce que je veux faire, quoi. Si je veux faire une multiplication, non, pardon, c'est pas ça. Le étoile ici, c'est un caractère spécial. Oubliez-le un instant. Et ensuite, je donne l'opérateur. Donc, l'opérateur, si c'est plus, si c'est moins, si c'est multiplié, si c'est divisé. Donc, si l'opérateur c'est plus, je fais plus, x plus y. Si l'opérateur c'est moins, je fais x moins y, ainsi de suite. Sinon, j'enlève ça pour ne pas, ne pas perdre certaines personnes. Donc, en fait, en fait ce que j'ai enlevé, c'est juste pour dire s'il n'y a aucun cas qui est respecté, je vais retourner une erreur. Mais c'est des trucs, pas besoin de se casser la tête ici avec ça. Donc, et ici, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai 2 exemples. Donc, le premier exemple, j'utilise, bon, je n'ai même pas besoin du print. Je
vais l'enlever pour simplifier. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma fonction calculer. Je lui donne le x, qui est 3 ici, le y, qui est 4 ici, et j'ai ignoré comme en haut, comme de la même manière que j'avais ignoré le slash, j'ignore maintenant l'étoile. Et je passe directement, je dis opérateur égale à plus. Et qu'est-ce qu'il va me faire? Bien sûr, il va faire la somme entre 3 et 4, qui donne 7. Il n'y a pas de souci, ça marche. Ensuite, deuxième chose, je dis, c'est la même manière en fait. Donc, je fais 3, 4. Mais regarde, si vous avez remarqué, là, également, de la même manière, vous êtes obligé d'utiliser en fait un argument par mot-clé ici. Pourquoi? Regardez cet exemple, juste pour... On comprend mieux quand on, voit, quand on tombe sur une erreur. Enfin, on apprend mieux quand on se casse la... bon, disons, on tombe sur un mur. Donc, utilisation incorrecte. Donc, ça va provoquer une erreur. Regardez ce que je fais. Je donne 3, je donne 4. Et au lieu de dire opérateur et je donne la valeur de l'opérateur, je dis, j'essaye en fait de donner directement plus. Parce que, bah, pourquoi pas, j'essaye. Donc, il va me donner une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va te dire, cette fonction-là ne prend que 2 arguments positionnels. Donc, et ces 2 arguments positionnels-là, c'est ceux qui sont là, c'est x et y. Et le reste, voilà, c'est ce qui reste maintenant, ce sont des arguments en fait par mots-clés. Donc ça aussi, c'est une manière de forcer l'utilisation des arguments par mots-clés juste après cette étoile-là. Donc, ça, comme je vous l'ai dit, bon, ça c'est des trucs pas vraiment utilisés. Et une dernière chose pour terminer cette partie, c'est comment combiner en fait souvent ça. Je pense que je l'ai laissé parce que souvent vous pouvez tomber sur le code de quelqu'un, lire le code de quelqu'un et il va utiliser quelque chose comme ça. Vous allez voir, le mec il met des slash en argument, il met des étoiles en argument, vous comprenez, vous captez rien en fait de ce qu'il a fait dans sa fonction. Mais en fait, il y a des trucs, si vous avez suivi ça, vous allez rapidement comprendre en fait ce qui s'est passé. Ici, regardez cette fonction. Donc, je fais def fonction, je donne x, y, slash, z, w, étoile, et a, b. Là, ensuite, qu'est-ce que je fais? J'affiche tout. J'affiche tous les paramètres, bien sûr, sauf étoile et slash parce que ce ne sont pas de vrais paramètres. Et lorsque je vais appeler ces fonctions-là, par exemple, le premier appel, j'enlève ça temporairement. Le premier appel, qu'est-ce que je fais? Je donne 1, 2, il n'y a pas de souci. 3, 4, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je fais A égale à A et B égale à B. Regardez le deuxième appel. Ça suit le même principe, mais j'ai expliqué plus bas. De toute façon, si vous avez suivi la différence entre l'étoile et le slash, c'est sûr que vous voyez déjà. Donc, ici, je donne 1, 2. Ensuite, ici, au lieu de donner 3, 4, je me permets de mettre Z égale à 3, W égale à 4, et ensuite, je termine ça. Et maintenant, vous allez vous demander, OK, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai rien compris. Dans la fonction, qu'est-ce qui s'est passé? Le X et le Y, bien sûr, je vous l'ai dit, j'ai répété ça, avant le slash, quand un slash est mis en argument, toujours avant le slash, tout ce qui vient avant le slash, tous les arguments qui viennent avant le slash sont des arguments positionnels. Donc vous devez les appeler. C'est-à-dire, c'est même pas positionnel, c'est positionnel uniquement. C'est-à-dire, vous devez les appeler en utilisant voilà, en donnant directement les valeurs en fait, comme on l'a vu pour les arguments positionnels. Ensuite, après le slash, on a Z, W et un étoile. Ici, Z et W en fait, c'est-à-dire ils peuvent être, eux ils balancent entre les deux, ils peuvent être positionnels, ils peuvent être par mots-clés, donc eux, il n'y a pas de contrainte spécifique pour eux. Donc, et si vous vous rappelez, c'est ce qui s'est passé ici. Alors, c'était où lorsque j'ai utilisé, c'était où j'ai utilisé ça après le slash, c'est ça. Donc après le slash, vous vous rappelez, quand j'avais mis le slash, j'avais mis titre ici, je m'étais permis d'utiliser titre, enfin d'appeler ça comme un argument par mot-clé ou bien d'appeler ça comme un argument positionnel, c'est pas grave. Donc c'est pareil ici, c'est pareil dans cet exemple. Donc entre ces deux-là, ça peut être positionnel ou par mot-clé. Et enfin, après, tout ce qui vient après un étoile, ce sont des arguments forcément, uniquement par mots-clés. Donc, je dois préciser les valeurs. Donc, je vais m'arrêter ici rapidement. Je pense que c'est clair jusque-là. Cette partie, c'est pas la peine de... Ouais, comme je ne l'ai pas vraiment utilisé en tant que tel. Peut-être si vous voulez aller très loin, si vous voulez creuser, mais c'est pas trop utilisé. Donc, raison pour laquelle je ne veux pas mettre l'accent sur ça. Alors, ici, rapidement, ce que je veux vous montrer, ça, c'est un notebook. Vous pouvez consulter si vous voulez, ceux qui veulent aller loin. Mais je veux juste vous présenter deux petits trucs
ce sont dans un premier temps les docstrings. Voilà, c'est ça. Les docstrings. En fait, souvent, je vous ai dit, quand on parlait des avantages d'utiliser les fonctions, c'est quoi? C'est la réutilisabilité. Ça, c'était un des avantages des fonctions. Mais le problème, c'est quoi? Vous avez vu, par exemple, ce genre de fonction. Imaginez, vous tombez, c'est ce que je vous expliquais, vous tombez sur le code de quelqu'un avec ce genre de fonction. Vous comprenez absolument rien de ce que le mec a fait, ou bien vous tombez sur, je sais pas moi, une fonction comme ça. Vous savez pas, en fait, c'est quoi. Par exemple, ici, bon, ici, c'est un truc qui est assez simple. Ici, bon, je reste sur ça. Ici, vous ne savez pas X c'est quoi, vous ne savez pas Y c'est quoi, vous ne savez pas ce que la fonction retourne. En fait, c'est ça, souvent le problème avec les fonctions, ça permet d'être réutilisé. Mais si vous ne savez pas comment utiliser une fonction, comment vous allez la réutiliser en fait? C'est ça le problème. Et les docstrings résolvent ce problème de compréhension entre les développeurs. Donc, grâce au docstring, tu peux prendre le code d'un autre développeur, d'une autre personne, et lire tout simplement son docstring. Docstring, en fait, c'est juste pour dire, c'est une autre manière de dire une documentation. Donc, je pense qu'un docstring, c'est sûrement document string, quelque chose comme ça. Donc, c'est juste une documentation qui va, et dans cette documentation, vous allez préciser, enfin, le développeur qui code la fonction doit préciser ce que la fonction fait dans un premier temps. Juste une petite phrase qui dit l'objectif de la fonction. Deuxième chose, ça doit préciser qu'est-ce que la fonction prend en argument. Troisième chose, ça doit donner qu'est-ce que la fonction retourne comme valeur. Troisième chose, c'est que, bon, souvent il y a des gens qui s'arrêtent à ces trois-là. En fait, c'est les trois les plus importants. Dire qu'est-ce que la fonction fait globalement, qu'est-ce que la fonction prend comme argument et qu'est-ce que la fonction retourne. Ça, c'est primordial pour ce qu'on appelle les bonnes pratiques de code. Donc, toujours, quand vous collaborez, il faut ces trois éléments. Mais souvent, bon, on peut ajouter deux autres trucs qui sont qu'est-ce que la fonction raise, c'est-à-dire renvoie en cas d'erreur. On n'a pas encore vu ça, c'est pas un problème. Et une dernière chose, c'est des exemples d'utilisation de la fonction, simplement. Donc voilà un exemple de docstring ici. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai raconté ici. Bon, je ne vais pas lire. Simplement, donc, regardez, j'ai une fonction moyenne qui prend des arguments, étoile arcs. Donc, je dis qu'est-ce que la fonction. Et regardez la syntaxe du docstring, ça vient juste en bas. En fait, ça vient toujours avant de commencer le corps même de la fonction. Donc, vous écrivez ça juste en bas de la définition de votre fonction. Et à chaque fois, vous devez entourer ça de trois griffes. C'est comme un commentaire. Vous vous rappelez, on a vu qu'il y a deux manières de faire un commentaire en Python. Vous pouvez faire un commentaire sur une ligne, comme ça, ou bien un commentaire sur plusieurs lignes. Donc, un commentaire multiligne. Voilà, un commentaire sur plusieurs lignes. Et en fait, un docstring, ce que c'est tout simplement en fait un commentaire sur plusieurs lignes. Voilà, voilà c'est ça. Donc, un docstring, tout simplement, c'est un commentaire sur plusieurs lignes qui précise l'objectif de la fonction, les arguments ici. Par exemple, ici, il va te dire, OK, args, le étoile args là, ça peut être des valeurs float ou bien des entiers, et c'est une ou plusieurs valeurs numériques. Ensuite, ça retourne, disons, la moyenne arithmétique des valeurs fournies, simplement. Bon, le reste, on s'en fout. Par exemple, là, il a donné des exemples. Il dit moyenne, tu peux donner 10, 20, 30, ça va donner ça. Moyenne, 5, 15, ça donne ça. Et l'avantage, bon, ce que ça fait ici, c'est la même fonction en fait qu'on a vu précédemment. Et en fait, l'avantage, justement, c'est quoi? C'est que le développeur qui va réutiliser cette fonction-là, il peut rapidement venir, il a la fonction, peut-être il n'a peut-être pas la définition, il n'a pas besoin de lire toute la fonction. Il va juste venir ici et il va dire, je prends ma fonction, le nom de la fonction c'est moyenne, j'utilise en fait ce qu'on appelle une méthode spéciale. C'est, disons, une fonction spéciale si vous préférez. Et cette fonction spéciale-là, c'est underscore, doc, underscore. Et regardez ce que ça me donne. Ça me donne en fait la valeur du docstring. Ça donne en fait ce que j'ai mis en docstring ici. C'est juste pour permettre en fait aux gens de facilement comprendre comment la fonction a été codée, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle retourne, etc. Bon, je pense que c'est bon. Ce qui reste, ce sera à vous, ceux qui veulent aller en profondeur. Ça, les fonctions asynchrones aussi, c'est assez important. Mais bon, ça sera à vous de voir. Donc, je pense on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La séance prochaine, Inch'Allah, on va rapidement, comme je vous l'ai dit, on va vraiment survoler cette partie-là parce que je veux qu'on puisse commencer les projets. J'aimerais quand même qu'on termine d'ici la fin de ce mois. Je ne sais pas si ça sera possible. La fin du mois prochain, juillet. Donc, il faut qu'on accélère ça.
Donc, je vais survoler cette partie parce qu'on a déjà vu les listes. On va juste voir les méthodes de liste, les autres méthodes de liste, comment ajouter des éléments, supprimer des éléments, insérer des éléments, les dictionnaires aussi. On va voir comment parcourir les dictionnaires, les tuples, pas vraiment trop utilisés, mais assez essentiels, les ensembles. Et ensuite, on va rapidement entamer avec la POO, qui est la partie, pour moi, la partie la plus importante. Donc, le cœur de Python. Et après ça, ce que je vais essayer de faire, comme je parlais de projets, on va essayer en fait de répartir un peu les projets pour que chacun commence à réfléchir sur ça. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout est clair?